Au passage, on va juste remarquer que les parents d'élèves gabonais ont tendance à être plus choqués de voir que leurs enfants ne vont pas avoir la bourse parce qu'ils ont eu que 10 de moyenne et qu'on a exigé 12. Ils sont beaucoup, beaucoup moins choqués quand les enfants font 2 ans, 3 ans sans avoir de professeur de maths, de professeur de physique ou de SVT. Ils se posent pas trop de questions. L'enfant fait tout le collège ou tout le lycée sans avoir un professeur de maths ou de physique. Il passe de classe supérieure en classe supérieure. Il n'y a pas de souci. Dès qu'on va dire qu'il faut qu'il ait 12 de moyenne pour obtenir la bourse, là, on peut monter au créneau. Là. Donc, Esther est sociologue. Elle est doctorante en sociologie et elle travaille sur le choix de l'enseignement confessionnel, motivation et stratégie scolaire chez les familles au Gabon. Donc, globalement, aujourd'hui, on va déjà voir c'est quoi l'école confessionnelle. Et surtout, on va comprendre en fait le cadre juridique dans lequel l'école confessionnelle exerce au Gabon, parce que l'école confessionnelle, c'est d'abord une école privée. Et ensuite, on va aborder avec Esther, parce que Esther travaille sur ces sujets-là, et je me suis rendu compte en échangeant pleinement avec elle, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le fonctionnement de l'école privée confessionnelle, qui parfois sont positives et parfois sont proprement scandaleuses. Et ça va être intéressant de l'écouter sur une diversité d'aspects parce qu'elle a fait un vrai travail de terrain. Elle est allée interroger des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et comme ça fait plusieurs années qu'elle fait des recherches dessus, elle a produit des écrits, pour l'instant qui ne sont pas encore publiés, mais elle vient quand même partager avec nous. Et donc, ça va être intéressant justement de comprendre un peu ce qu'il y a autour et les enjeux. Pourquoi j'ai voulu faire ce live? J'ai voulu faire ce live parce que vous savez que l'école, c'est l'endroit par excellence où on fabrique les citoyens. Et comme vous savez que moi, ce qui m'intéresse au-delà de la vulgarisation du droit, c'est vraiment la question de la citoyenneté, parce que je considère qu'on peut pas être citoyen à partir du moment où on n'a pas un minimum d'outils, que ce soit juridique ou d'outils sur le fonctionnement du pays, pour pouvoir justement affirmer et mettre en œuvre cette citoyenneté-là. Donc, le sujet de ce soir participe justement de cet objectif-là global qui est le mien, c'est-à-dire la citoyenneté. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des difficultés dans le fonctionnement effectivement de l'école confessionnelle qui doit participer de la construction du citoyen. Et on se pose donc la question de savoir si ces difficultés dans le fonctionnement ne posent pas problème justement par rapport à la question de l'unité nationale, par rapport à la question de la citoyenneté. Ça, c'était mon propos introductif. Ce que je vais commencer par dire déjà, c'est que par rapport à l'école gabonaise, il y a un certain nombre de lois. La première loi, notamment, elle date de 1959, la loi 2459, qui porte sur la création des collèges professionnels. Donc, vous voyez, ça, en 1959, le Gabon n'était pas indépendant. Ça remonte déjà à cette époque-là. Ensuite, on a une deuxième loi en 1959 qui rend l'école publique obligatoire. C'est la loi 2559. Après, on a une autre loi, c'est la loi de 1966, donc après les indépendances. C'est un texte qui vient repréciser la loi 2559 sur certaines de ses dispositions. La loi 2559, comme je disais tantôt, qui rend l'école obligatoire. Par rapport au sujet précis qu'on va aborder aujourd'hui, on a une loi qui est importante et intéressante, c'est la loi 2184. Cette loi-là, elle fixe les règles qui sont applicables à l'enseignement privé. L'enseignement privé laïque, comme l'enseignement privé confessionnel. La dernière fois, j'ai fait un live où je parlais de la laïcité. J'ai explicité globalement en quoi ça consiste. La laïcité, c'est un principe en fait d'organisation et de fonctionnement de l'État et des personnes publiques qui veut que qu'il y ait une séparation stricte entre les affaires publiques et les affaires religieuses. Le Gabon, c'est un État laïque, conformément à l'article 2 de la Constitution de 1991. Donc, quand on parle d'école laïque, ça veut dire qu'on parle de l'école qui n'a rien à voir avec la religion, en gros, pour faire simple. Et l'école confessionnelle, naturellement, l'école qui a un lien avec la religion. En plus de la loi en question, en fait, on a un accord qui a été fait entre le Vatican et le Gabon en 2001, en juillet 2001. Et cet accord-là, notamment, il porte sur le statut particulier de l'enseignement catholique au Gabon. L'enseignement catholique qui est donc un enseignement confessionnel. Et cet accord-là, il prévoit un certain nombre de choses que je vais vous dire tout à l'heure. Pas tout ce qu'il prévoit, mais ce qui est principal dans ce qu'il prévoit. Mais je vais quand même d'abord commencer par les grands principes qui sont posés par la loi de 1984 sur l'école privée laïque et l'école privée confessionnelle aussi.
Donc, premièrement, un des éléments importants qu'il faut retenir par rapport à cette loi, c'est que l'école privée doit se soumettre non seulement au contrôle pédagogique de l'État, mais aussi à toutes les autres lois et à tous les règlements qui ont un lien avec l'enseignement au Gabon. Premier principe. Deuxième principe, l'ouverture d'un établissement privé n'est possible que si son organisation, ses programmes, la qualification des enseignements, donc la formation des enseignants, remplissent les conditions qui sont requises par le gouvernement pour dispenser un enseignement qui est conforme au programme officiel. Troisième principe important que la loi de 84 pose, c'est que les établissements privés font l'objet du même programme que les établissements publics. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste en fait sur ces grands principes-là. Vous allez comprendre tout à l'heure plus tard. Les établissements, c'est le quatrième élément, les établissements privés sont soumis aux mêmes règles suivantes que les établissements publics. Les règles en question, ce sont l'enseignement dans la langue officielle au Gabon, c'est le français, les installations matérielles, l'âge et les conditions d'admission des élèves, le contrôle pédagogique de l'État, les vérifications des ressources affectées au fonctionnement des établissements, l'inspection médicale des élèves, des enseignants, des employés, ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène, de sécurité, de salubrité, etc. On a l'inspection pédagogique qui porte sur les livres, mais aussi sur les méthodes d'enseignement. Et dernier élément important que la loi 2184 pose, c'est que si dans un établissement privé, il y a un enseignement religieux, notamment donc pour les établissements privés confessionnels, cet enseignement religieux-là ne doit pas entraîner une diminution des heures qui sont consacrées aux matières ou aux disciplines classiques ou normales, comme prévu par les programmes de l'enseignement public. Ça, c'est un principe qui est extrêmement important à retenir et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, au-delà des grands principes qui régissent l'école privée au Gabon que je viens de vous dire, qui sont prévus par la loi 2184, on a un accord qui a été signé entre le Vatican et le Gabon, comme je vous ai dit, en juillet 2001, qui pose aussi un certain nombre de principes, mais là spécialement pour l'école privée catholique. L'école privée catholique, il y a deux choses importantes qu'il faut retenir par rapport à l'accord de 2021. C'est la reconnaissance d'utilité publique automatique pour les établissements confessionnels catholiques. Retenez bien ça. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Les établissements confessionnels catholiques au Gabon sont automatiquement reconnus d'utilité publique, contrairement aux établissements privés laïques. Vous comprendrez donc tout à l'heure pourquoi. Ensuite, il y a le fait que l'enseignement catholique est associé à l'élaboration des programmes et du service de l'éducation au Gabon. Et concrètement, les responsables de l'enseignement catholique sont invités par le ministère compétent, donc le ministère de l'Éducation, à participer à un certain nombre de commissions qui travaillent justement sur l'élaboration des programmes, l'élaboration des examens, etc., etc. Ces deux principes que j'évoque là, je les évoque, enfin, ce sont les principes qui sont issus du coup de l'accord entre le Vatican et le Gabon sur l'école privée catholique, et je les évoque en fait parce que ce sont des choses qui me semblent un peu préoccupantes par rapport au principe de laïcité que l'État doit respecter. Je ferai ce commentaire là plus tard. Donc voilà les grands éléments, je dis qu'il fallait que je vous présente. Je vais donner la parole du coup à notre invitée pour que elle réponde sur un certain nombre de questions, comme convenu ensemble par rapport à notre plan, sur les travaux qu'elle a l'habitude de faire et toutes les informations qu'elle veut bien nous partager ce soir. Bonsoir Esther. Enfin, rebonsoir. Je t'ai déjà dit bonsoir, mais bon. Oui, rebonsoir. Merci déjà de me faire l'honneur de venir m'exprimer ici ce soir. Donc, ce qu'on va commencer par évoquer, c'est la dimension institutionnelle, en fait. Esther, par rapport aux travaux que tu as dirigés, enfin que tu amènes, pardon, actuellement, est-ce que tu considères que par rapport au fonctionnement de l'école privée confessionnelle au Gabon, il y a véritablement une séparation entre l'Église en tant qu'institution, hein, l'Église, c'est-à-dire ça peut être n'importe quelle Église, ça peut être l'Église catholique, l'Église protestante, l'Alliance chrétienne, l'islam, enfin bref. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'il y a une vraie séparation entre l'Église et l'État gabonais par rapport au fonctionnement de l'école privée confessionnelle au Gabon?
Bon, merci beaucoup pour la question. Tu as rappelé les principes de base, hein. Donc, effectivement, l'enseignement privé au Gabon est régi par le décret, par la loi 2184. Mais j'aimerais quand même rappeler à toutes fins utiles qu'on a 4 ordres d'enseignement privé confessionnel au Gabon. Donc, c'est important de faire l'état des lieux de la question et de définir aussi ce qu'on entend par enseignement privé confessionnel. Donc, enseignement privé confessionnel, mais vraiment du point de vue sociologique ou encore du point de vue de l'école, c'est un ordre d'enseignement qui, en dehors des programmes fixés par le ministère de l'Éducation nationale, a l'autorisation de dispenser un enseignement religieux, à la seule et unique condition que l'enseignement religieux dispensé n'a pas ne dépasse pas en fait le quota horaire exigé en fonction effectivement par rapport aux autres matières enseignées. Normalement, pour la religion, le quota est de 1 heure et le coefficient aussi est de 1 heure. Parce qu'il faut aussi préciser qu'il y a la dimension aussi du coefficient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se retrouve, par exemple, avec un enseignement religieux qui nous prend 6 de coefficient, donc 6 heures à la semaine, alors que il y a des matières fondamentales qui sont là et qui méritent effectivement d'être euh, enseignées. Donc, comme Maître le disait déjà ici, c'est la loi numéro 21/84 qui régit l'enseignement privé confessionnel au Gabon. Nous en avons 4 ordres d'enseignement privé confessionnel. L'enseignement privé catholique, l'enseignement privé évangélique, l'enseignement privé protestant de l'Alliance chrétienne et l'enseignement privé islamique qui a été reconnu d'utilité publique officiellement en 2011. Donc, après, on appelle ça comment? Après la promulgation de la loi 21/2011. Parce que j'aimerais quand même rappeler aux uns aux autres et à toutes fins utiles que, contrairement aux autres ordres d'enseignement, l'islam n'était pas institutionnalisé au Gabon. Le président Feu Bongo n'avait pas jugé utile d'institutionnaliser l'islam. Et ça posait effectivement le problème de ces établissements privés confessionnels islamiques qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas la reconnaissance d'utilité publique. Or, la loi 21/84 dit quand même que les établissements privés confessionnels au Gabon ont, effectivement, on appelle ça, ont la reconnaissance d'utilité publique de droit. Chaque ordre d'enseignement privé confessionnel va être appuyé notamment par un ensemble d'autres textes que vous ne pouvez pas forcément trouver au ministère de l'Éducation nationale. C'est le cas, par exemple, de l'enseignement privé catholique qui, en dehors de la loi 84, va être régi aussi par l'accord signé entre le Gabon et le Saint-Siège. Donc, le juriste nous dira si cet accord répond au droit ou pas. Mais d'entrée de jeu, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas il y a pas forcément il y a pas une séparation entre l'Église et l'État parce que même l'institutionnalisation de l'islam, donc l'émergence finalement ou la reconnaissance d'utilité publique finalement de l'ordre d'enseignement privé confessionnel partait quand même d'un certain conflit politique. Et donc c'est le président Ali Bongo qui va trouver le moyen au sortir du Congrès des musulmans, donc qui va déboucher à la création du Conseil supérieur des affaires islamiques après, on appelle ça comment? Après la promulgation de la loi bar 21/2011. Il faut aussi reconnaître que avant que la loi 21/2011 ne soit promulguée, le Gabon organise les États généraux de l'éducation. Et lors des États généraux de l'éducation, la question de l'enseignement privé confessionnel avait été débattue. Il est nullement mentionné dans les actes adoptés au sortir des États généraux de l'éducation que finalement, l'ordre d'enseignement privé confessionnel au Gabon devait acquérir on appelle ça comment? La reconnaissance du tutelle public parce que le ministère de l'Intérieur ne s'était pas encore prononcé sur l'institutionnalisation de l'islam au Gabon. Donc, on voit quand même il y a des éléments quand même qui prouvent que l'État ou le chef de l'État n'a pas été neutre. Si on va sur les principes de neutralité, de laïcité et tout,
le législateur scolaire n'avait pas encore décidé si l'ordre d'enseignement privé islamique devait effectivement rentrer dans la même catégorie que les ordres d'enseignement privé confessionnel qu'on avait déjà. Donc, en gros, il y a, il y a pas forcément, mais vraiment là, sur la base de mes données, hein, sur la base des données que j'ai et sur la base des textes que j'ai, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État par l'école. Par l'école, parce que là, on parle bien d'école. Et quand on va voir, par exemple, la charte, l'accord signé entre le Gabon et le Saint-Siège sur le statut particulier, parce qu'ils insistent sur le fait que l'enseignement catholique a quand même un statut particulier. Mais pourquoi eux, alors que l'Église et l'État ne se mélangent pas, pourquoi eux, ils vont avoir effectivement la possibilité de prendre part, on appelle ça comme aux instances décisionnelles en ce qui concerne les curricula. Donc, quand on parle de curricula ici, on parle de programme scolaire, donc curriculum réel, curriculum enseigné et curriculum formel. Seul l'ordre d'enseignement privé catholique a le droit de prendre part, et c'est écrit dans l'article 5 du fameux de l'accord en question. Donc, le juriste nous dira si l'accord est au-dessus de la loi ou pas. Voilà un peu, grosso modo, ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Donc, pour ma part, en fonction des données que j'ai, il n'y a pas forcément de séparation entre l'Église et l'État. Déjà, quand on regarde le statut particulier que va occuper l'enseignement catholique et le passage en force de la reconnaissance d'utilité publique de l'ordre d'enseignement privé islamique. J'aimerais rappeler aux gens que je n'ai rien contre cet ordre d'enseignement. On est en train de parler mais vraiment de questions de droit et comment ça s'applique à l'école. Donc, j'aimerais rappeler aux uns aux autres que je n'ai rien contre cet ordre d'enseignement. Au contraire, si on doit reconnaître l'utilité publique, il fallait d'abord que le ministère de l'Intérieur se prononce sur l'institutionnalisation de l'islam au Gabon. Parce que, effectivement, l'islam n'était pas institutionnalisé au Gabon et on n'a pas toujours le texte qui institutionnalise l'islam au Gabon. Sauf si le texte existe et je ne suis pas tombée sur ça. Et donc, effectivement, ça va être le décret 00144 qui va institutionnaliser l'école islamique au Gabon, l'enseignement islamique au Gabon. Sauf que dans, on appelle ça comment? Dans la reconnaissance d'utilité publique de cet ordre d'enseignement, il n'y a que 5 établissements qui sont reconnus d'utilité publique. Donc, l'école islamique Mohamed Mouapa Béoutsa 1, Mohamed Mouapa Béoutsa 2, Al-Jana, Djibril Kassala à Makokou et Mohamed Harissani à Libreville. Maintenant, il y a eu, après ce décret-là, effectivement, le lycée islamique de Franceville, qui avait été inauguré par, comment il s'appelle, l'ancien, j'ai oublié son nom, je vous dirai après. Donc, sur la base de ces deux éléments, effectivement, on peut tout de suite comprendre qu'il y a quand même eu un passage en force et il n'y a pas forcément de séparation entre l'Église et l'État par l'école. J'espère avoir répondu à la question. Merci Esther. Alors, je tiens à repréciser que ici, on est en train de faire, il y a une démarche en fait qu'on adopte et vous allez comprendre à la fin où on va en venir par rapport à cette démarche. Mais ce n'est pas contre les églises ou les religions en tant que telles. Les églises et les religions ont tout à fait le droit au Gabon d'exercer leurs activités. Sauf que quand on parle de la question de l'école, c'est une question suffisamment sensible comme ça parce que l'école, c'est le milieu où tous, en tant que Gabonais ou en tant que personne vivant au Gabon, on est censé aller apprendre ce que c'est être Gabonais ou en tout cas ce que c'est que de vivre en tant que citoyen gabonais dans la société. C'est pas forcément à la maison qu'on apprend ça, c'est pas forcément dans la rue qu'on apprend ça. Il y a que à l'école qu'on est censé aller apprendre ça et c'est pour ça que l'école, même si elle est privée, même si elle est confessionnelle, doit respecter un certain nombre de règles de base pour qu'on s'assure justement qu'il en ressorte des citoyens au même titre que ceux qui sont allés à l'école publique de Bellevue 2 comme moi ou au lycée public de Nzarayon comme moi aussi. Bref, et sur la question de la laïcité, moi, je considère effectivement que l'accord de 2001
sur le statut particulier de l'école catholique au Gabon pose problème. Alors, concrètement, en tant que juriste, moi, je vous confirme que un accord peut être contraire à la loi. Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit, qui veut que, tout en haut, on a la Constitution. C'est une sorte de pyramide comme ça. Tout en haut de la pyramide, on a la Constitution. Au milieu, on a les lois. Et tout en bas, on a ce qu'on appelle les règlements. Donc, ça peut être un décret, une circulaire, etc. Donc, les traités internationaux, ils sont normalement au-dessus de la Constitution. Ils peuvent être contraires à la loi. Donc, on voit bien que l'accord de 2001, il dit que l'école catholique est automatiquement reconnue d'intérêt public. Donc, il est contradictoire à la loi de 84 qui dit que pour être reconnu d'intérêt public, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Ça, pour moi, ça ne me pose pas de souci en termes de droit. Cependant, l'article 5 du même accord entre le Vatican et le Gabon sur le statut particulier de l'école catholique, qui dit que l'école privée catholique doit participer à l'élaboration des programmes et tout le bazar, moi, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que là, on va porter atteinte à ce qu'on appelle le principe de laïcité, c'est-à-dire la séparation entre la gestion des affaires civiles et la gestion des affaires religieuses. Est-ce que vous voyez le problème? On a des représentants de l'Église qui viennent participer aux commissions ministérielles qui sont censées travailler sur l'éducation nationale. Donc, il y a collusion entre les intérêts religieux et les intérêts civils. Et sur ce point-là, moi, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que justement, cette séparation stricte entre les intérêts religieux et les intérêts civils est prévue dans la Constitution, pas dans la loi. Et si vous suivez bien mon raisonnement depuis le début, vous allez comprendre que l'accord international entre deux pays, il peut être contraire à la loi de 84, mais il ne peut pas être contraire à la Constitution. Parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles au niveau des juristes. Il y a une école, il y a certains juristes qui pensent que un traité international peut être au-dessus de la Constitution puisqu'on est censé modifier la Constitution pour ratifier un traité international. Mais il y a d'autres juristes qui considèrent que non, l'accord international n'est pas censé être contraire à la Constitution. S'il est contraire à la Constitution, ben on le ratifie pas, simplement, on ne le signe pas. Donc, c'est sur ce point-là que je considère effectivement qu'il y a un problème au niveau du respect de la laïcité. Mais après, tout au long du live, vous allez comprendre tout un tas d'autres éléments qui nous permettent en tout cas d'arriver à cette conclusion-là. Esther, je te redonne la parole pour que tu abordes toujours dans la dimension institutionnelle la question des subventions. Alors, j'ai lu un article justement où on évoquait le fait que l'école privée catholique, c'était 600 millions de francs CFA par an jusqu'en 2016. C'était 600 millions. Alors les autres, je sais pas trop, mais je sais que l'islam, les écoles islamiques, c'était 150 millions. Sachant que normalement, si je ne me trompe pas, c'est l'école privée catholique qui a le plus d'écoles. C'est l'institution catholique qui a le plus d'écoles. Donc ça peut se justifier en termes du fait qu'ils aient 600 millions. Sauf que depuis 2016, il y a plus de subventions. Les subventions sont bloquées. D'ailleurs, il y a même plusieurs articles de journaux qui montrent que l'école privée protestante en ce moment, elle est vraiment en train de souffrir, même en termes d'infrastructures, parce que il y a plus de subventions. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas si depuis 2016 le problème a été résolu, mais il faut savoir que depuis 2016, ils touchent plus les pépettes, les pauvres. Maintenant, je redonne la parole à Esther pour qu'elle nous en dise un peu plus par rapport à la question des subventions. Effectivement, comme on dit, hein, tout établissement privé confessionnel a le droit effectivement d'être subventionné par l'État. Je rappelle que l'ordre d'enseignement privé confessionnel, par exemple, n'a eu la reconnaissance d'utilité publique en 2021. Et leur subvention était à hauteur de 150 millions de francs CFA par an. Tu parles de quel ordre là? L'ordre islamique? Parce que tu n'as pas... Oui. L'ordre d'enseignement privé islamique, effectivement, ils ont été reconnus d'utilité publique en 2011. En 2011, avant même la promulgation de la loi 21/2011. Parce que la loi 21/2011 a été promulguée en 2011 aussi, mais le 14 février. Or, le décret qui reconnaît la reconnaissance d'utilité publique, par exemple, des musulmans, ce n'est que c'est après, oui, c'est après, effectivement, c'est après. J'ai fait une petite confusion. Donc, les subventions, d'abord, on les donne sur la base de quoi?
Les subventions, on les donne sur la base des effectifs que vous avez, sur la base des structures d'accueil que vous avez. Quand on regarde les établissements catholiques, c'est normal qu'ils ont les plus grosses subventions. Après, en fonction du montant, on pourra effectivement voir si ils ont plus que les autres ou moins que les autres. Après, il y a les protestants et les protestants de l'Alliance chrétienne. Sauf que les subventions des protestants et des protestants de l'Alliance chrétienne étaient d'abord mélangées. Parce qu'en fait, les deux ordres d'enseignement n'avaient qu'une seule direction. Ils avaient une seule direction de l'enseignement privé confessionnel. Donc, on leur donnait les subventions de façon groupée et c'était à eux de diviser les subventions entre l'église protestante nord et l'église protestante sud. Vu que le conflit persistait, le président de la République, Feu Omar Bongo, était obligé de venir lui-même trancher l'affaire. Et c'est comme ça que la direction de l'enseignement privé protestant de l'Alliance chrétienne a été créée pour qu'eux aussi puissent toucher leurs subventions. Les subventions ont toujours été bien payées. Hein. Ils ne subventionnent quoi? Ils ne subventionnent, c'est-à-dire les enseignants qui sont là-bas sont des fonctionnaires. Ça fait déjà partie des subventions. Ça n'a rien à voir avec le montant, c'est-à-dire le budget de fonctionnement qu'ils touchent chaque année. Parce que qu'est-ce qu'on prend dans la reconnaissance d'utilité publique? On prend les enseignants. Ils sont d'emblée fonctionnaires. On prend l'organisation des concours. Parce que je dois quand même vous rappeler à toute fin utile que les ordres d'enseignement privé confessionnel, catholiques, protestants de l'Alliance chrétienne, protestants évangéliques ont des ENI. Et lorsqu'on fait le concours de l'ENI national, on appelle ça comment? Vous avez la possibilité de cocher, par exemple, vous passez le concours de l'ENI, mais vous avez la possibilité de dire, vous voulez aller à l'ENIC, donc École nationale des instituteurs de l'enseignement catholique. On appelle ENIC, avec C à la fin. Vous avez la possibilité de dire, non, vous voulez aller à l'ENI, l'ENIA, donc l'ENI de l'Alliance chrétienne. Vous avez la possibilité de dire, vous voulez donc. Ça aussi, c'est pris en charge. Si le Gabon organise un concours de l'ENI, c'est toutes les écoles qui organisent et c'est aux frais du contribuable. C'est-à-dire, l'Église ne met pas son argent dedans ou bien machin. Et après ça, il y a le budget de fonctionnement qu'on attribue à chaque établissement. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les années, peut-être que l'État était essoufflé et tout, il y a des établissements, effectivement, bon, il y a des ordres d'enseignement, effectivement, qui ont perdu cette subvention-là. Les premiers, c'était les protestants de l'Alliance chrétienne, les premiers à perdre les subventions parce que même le pasteur Mikombo s'était insurgé. Et ensuite, les protestants, ils percevaient, mais on réduisait. Mais quel est le problème pour ma part que ces subventions posent? Par exemple, quand on regarde le nombre d'établissements catholique qu'on a, je ne pense pas au risque de me tromper qu'après, par exemple, les Bessieux, les Sainte-Marie et autres, l'école catholique ait encore ouvert un autre établissement. Je pense que ce sont les mêmes établissements depuis l'époque même coloniale qui sont toujours là. Or, le budget de fonctionnement qu'on donne aussi, c'est pour permettre aussi d'ajouter des nouvelles structures. Mais ça n'a pas changé. Quand on observe le paysage de l'enseignement privé confessionnel catholique, par exemple, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une multitude d'établissements privés qui portent des noms des saints, hein, parce que je vais faire la distinction ici. Tous les établissements privés, au Gabon qui portent les noms des saints ne sont pas forcément des établissements privés confessionnels selon la législation scolaire. Selon la législation scolaire, les établissements catholiques qui sont reconnus d'utilité publique, c'est tous les établissements classiques que nous-mêmes on connaît là, c'est-à-dire Ouaben, Immaculée, Sainte-Marie, Calazans, et même le statut de Calazans est encore, voilà, est encore un peu ambigu parce qu'on n'avait pas réellement statué sur ça. Sauf si ça a changé
entre-temps, durant les 2 dernières années, parce que même quand je suis allée en 2022, le statut de Calazans était encore en discussion entre l'archevêché, le ministère de l'Éducation nationale et la congrégation des sœurs. Donc, les Bessieux, les Immaculés et autres, les Montfort, pour parler des établissements privés, les Sainte-Anne et tout. Maintenant, il y a une catégorie d'établissements qui portent les noms des saints là. Ça va être Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Sainte-Marie. Ça va être là, on appelle ça comment là? À Estefola. On appelle l'établissement là comment? Mère Jean-Gabriel, les Sœurs Bleues à la gare routière, Saint-André, Saint-Basile. Tous ces établissements-là sont des établissements privés laïques, selon le dernier décret publié même en 2022. Parce que Laïque, alors je vais juste rebondir. Laïque, donc des établissements privés non confessionnels, quand bien même ils ont été créés par l'Église. par l'Église. Donc, il faut bien faire la distinction. Voilà. Privé, laïque, ça veut donc dire que c'est comme quand vous partez à, je sais pas moi, il y a des écoles privées classiques là, à Mbélé, voilà. Comme quand vous allez à Mbélé, par exemple. Or, privé confessionnel, c'est que vraiment, c'est un privé qui appartient à l'Église. Et j'aimerais bien préciser que c'est selon la législation. Parce que les établissements là, dont j'ai cité les Mères Jean-Gabriel, les Sœurs Bleues et tout ça là, ne sont pas sous la tutelle de la direction générale de l'enseignement privé catholique. Ces établissements sont sous la tutelle de l'archevêché directement et des congrégations des sœurs et des différentes associations des parents d'élèves. La question, c'est-à-dire la question qui avait été posée entre griffes, selon mes échanges avec le directeur de l'enseignement privé, de l'enseignement au Gabon, donc du premier degré, la question qu'on avait posée aux catholiques, parce qu'on leur sucre les subventions en 2016, pourquoi? On leur sucre les subventions, c'est parce que les structures d'accueil des établissements confessionnels, donc entre griffes, c'est-à-dire ne suivent pas la même augmentation que les nouvelles structures d'accueil des établissements privés laïques avec des coûts de scolarité quand même très élevés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un décret qui fixe aussi le coût des les montants des, on appelle ça comment, des inscriptions. Vous allez voir que c'est toujours 150 000 francs ou 83 000, mais il ne faut pas excéder. Parce qu'ils sont aussi obligés, les inspecteurs doivent veiller à ça. Si vous avez la reconnaissance d'utilité publique, les coûts de scolarité ne peuvent plus excéder 300 000 par exemple. Pour les confectionnaires, c'est même encore strict parce que eux, ils ont la reconnaissance d'utilité publique à l'ouverture, le droit. Donc, sans attendre les 5 années qu'on demande aux laïcs. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y aurait comme une tendance à détourner. Bon, c'est la vérité, c'est que ils avaient été accusés d'avoir détourné les fonds publics pour créer un réseau d'enseignement privé, disons laïque, au sein même de l'Église, en fait. Au sein même de l'Église. Mais ces établissements ne sont ni sous la gestion de la direction générale des examens, de l'enseignement privé catholique, et ni reconnu d'utilité publique avec le statut de confessionnel. J'espère que les gens y comprennent ça. Ils n'ont même pas la reconnaissance d'utilité publique, ils ont juste l'agrément technique en fait. Ce sont des établissements qui sont là, mais qui portent des noms des saints. Donc, ils n'ont pas le même statut que Bessieux, Kouaben et autres là, selon la législation. On va observer le même phénomène pas chez les protestants, chez les musulmans. On va se rendre compte effectivement que selon le décret toujours qui encadre la reconnaissance d'utilité publique des musulmans, je vous ai dit qu'il y avait que 5 établissements. Mohamed Mouapa Beoutsa 1, Mohamed Mouapa Beoutsa 2, le lycée privé islamique Adjana de Franceville, le lycée privé islamique Djibril Kassala de Makokou et le lycée privé islamique Mohamed Harissani. Ils perçoivent tous des subventions. Ils perçoivent 150 millions de subventions par an. Or, parallèlement, en 2022 aussi, le président de la République va prendre un décret qui va viser à
à reconnaître d'autres établissements privés confessionnels reconnus d'utilité publique, notamment Al-Moumounine de, comment il s'appelle là, Oseni Ossa, un autre établissement là aussi. Laissez-moi juste retrouver le nom des établissements qui avaient été reconnus d'utilité publique. Voilà. C'était quand même assez étrange parce qu'on avait discuté sur leur statut. Donc, vous avez le complexe scolaire Al-Moumoumine, qu'ils reconnaissent, en fait, qui pratique quand même un enseignement religieux, hein, mais qui n'ont pas le statut d'établissement confessionnel. Est-ce que c'est avec ces subventions-là qu'ils ouvrent ces autres réseaux d'établissements? On verra plus loin, effectivement, avec les curriculums, quand on va voir les programmes scolaires, finalement, quelle langue est utilisée et tout ça là. Donc, effectivement, ce qui pose problème dans ces subventions, c'est que le président de la République avait jugé que plus qu'ils perçoivent les subventions, pourquoi les structures d'accueil n'augmentent pas? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a un réseau d'établissements privés confessionnels, notamment chez les musulmans, qui se multiplient. Et on a un réseau d'établissements privés confessionnels aussi chez les catholiques qui se multiplient, mais que ces promoteurs d'établissements-là ne vont pas enregistrer au ministère de l'Éducation nationale comme étant des établissements privés confessionnels et qui ne sont pas sous la gestion de la direction des enseignements de ces deux ordres d'enseignement-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Esther. Alors, on va passer à la dimension pédagogique. On va essayer d'être un peu plus succinct pour arriver vraiment parce que moi, il y a des questions vraiment qui m'intéressent beaucoup. C'est notamment la question de comment on traite certains enfants qui sont atteints, qui sont en situation de handicap dans certains établissements privés confessionnels subventionnés par l'argent public. La question des écoles non mixtes, alors que l'école publique est mixte. Si l'école publique est mixte, ça veut dire que c'est un principe qui est fixé par l'État. Donc, l'école privée, quand bien même elle est confessionnelle, devrait aussi respecter le principe de la mixité. Parce que je tiens quand même à rappeler que, comme je disais tantôt, le but de l'école, c'est de former des citoyens. Former des citoyens par rapport à quoi? Former des citoyens par rapport au respect des grands principes de l'État, c'est-à-dire le respect des lois, le respect de l'État de droit, le respect du rapport homme-femme, le respect de l'égalité, enfin, toutes ces valeurs-là, en fait, de la République, l'État est censé promouvoir, notamment au travers de l'école publique. L'école privée, quand bien même elle est confessionnelle, doit également respecter ça. Et ça m'amène donc justement à poser la question de l'aspect pédagogique. Est-ce que, à ton avis, l'école, enfin, à ton avis, par rapport aux travaux que tu as réalisés justement, et parce que en l'occurrence, c'est pas son avis, hein, c'est des travaux scientifiques, c'est de la recherche derrière, donc des éléments qui permettent de, comment dirais-je, d'appuyer ce qu'elle va dire. Est-ce que aujourd'hui, par rapport au programme, on peut considérer qu'il y a un respect justement de la place de l'État dans justement dans les programmes quand on voit comment l'école privée confessionnelle fonctionne? Je peux prendre l'exemple de l'école privée confessionnelle catholique ou islamique, enfin bref, à toi de voir. Mais vraiment, essaye, bon, relativement succinctement, en tout cas, de mettre un peu le doigt sur ces éléments-là. Merci. Bon, déjà, il faut savoir que le principe de mixité doit être appliqué à l'école. L'école, elle est mixte, donc pas de classe pour les filles, pas de place pour les garçons, sur la base vraiment de la loi 21/2011. Maintenant, quand on prend, si on rentre par exemple dans l'aspect des programmes, j'aimerais quand même signaler aux uns et aux autres ici que les établissements d'enseignement privé confessionnels, par exemple islamiques, primaires, n'apprennent pas tout le vendredi. Ça c'est déjà amputé en fait des heures de cours aux enfants. Ils n'ont pas cours. L'école, de ce que je sais, c'est de lundi à vendredi. Sauf que eux, exceptionnellement, ils n'ont pas cours le vendredi, sous prétexte qu'ils vont à la mosquée. Donc là, il y a déjà un déséquilibre. Sur le plan, par exemple, des programmes, ce que j'ai pu constater, c'est que quand on voit, par exemple, dans les établissements privés islamiques, en ce qui concerne l'enseignement de la langue arabe, l'État l'État l'autorise.
on peut enseigner effectivement la langue arabe dans les établissements privés islamiques comme on enseigne le latin chez les catholiques. Or, dans certains établissements privés islamiques, notamment primaires, la langue arabe n'est pas qu'une langue d'enseignement. La langue arabe est aussi un médium de transmission. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un médium de transmission, c'est-à-dire la langue avec laquelle on va enseigner les mathématiques, on va enseigner, on appelle ça comment? Le français, on va enseigner la géographie. Donc, par exemple, effectivement, l'école franco-arabe à Salam, on enseigne ils ont des cours qu'ils font en français, les mathématiques qu'ils font en français, et ils refont les mêmes mathématiques en langue arabe. Donc, ils ont deux types d'arabe. Ils ont l'arabe pour apprendre à parler l'arabe. Ils ont l'arabe pour comprendre le Coran. Et ils ont l'arabe pour comprendre les autres matières, en fait. Et ça, c'est mentionné dans la charte du musulman aussi parce que quand j'ai discuté avec l'un des directeurs, ils ont dit il se doit aussi de respecter ce qui est mentionné dans la charte du musulman. Et dans la charte. Alors, est-ce que je peux juste rebondir là en rappelant que la loi dit que l'enseignement doit être fait dans la langue officielle du pays. Oui. Et jusqu'à preuve du contraire, bon, on peut le regretter évidemment. La langue officielle du Gabon, c'est le français. Ça aurait été mieux peut-être qu'on enseigne en quota, en mienne, tout ce que vous voulez, mais bon, pour l'instant, c'est le français, puisque c'est ce qui nous fédère. Mais il se trouve, comme notre invité est en train d'expliquer, qu'il y a des établissements privés confessionnels dans lesquels on enseigne dans une langue autre que la langue officielle. La question, déjà, on ne respecte pas la loi, mais en plus, est-ce que ces personnes-là, ces citoyens-là qui vont sortir de cette école-là vont pouvoir se greffer à la société tout entière et respecter les valeurs de la République que sont union, travail et justice? Ça, c'est une vraie question. Je te laisse continuer. Et voilà, donc il y a ça. Et en discutant avec l'un des directeurs, il m'avait dit que c'est ce qui cadre avec effectivement la charte du musulman dans l'article 19, les objectifs effectivement du SIAC, donc du Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon. À l'alinéa 1, c'est de promouvoir et vulgariser l'islam au Gabon par tous les moyens licites dans les domaines de l'éducation, de la santé, des sciences, de la culture, de la communication. Donc, ils appliquent ce qui est mentionné dans la charte, au lieu d'appliquer ce qui est mentionné dans la loi 21/94 qui régit quand même l'enseignement privé au Gabon, que l'on soit confessionnel ou pas. Là, il y a déjà un problème du point de vue pédagogique. Quand on va, par exemple, chez... là, c'est vraiment en ce qui concerne les établissements primaires, parce qu'ils ont voulu faire un passage en force dans les établissements, dans les lycées, mais là, le ministère n'a pas autorisé. Là, le ministère n'a pas autorisé. Mais le ministère n'a pas aussi autorisé aux primaires. Sauf que aux primaires, il n'y a pas forcément de contrôle, en fait. Donc là, ils se permettent vraiment de faire ce qu'ils veulent. Quand on prend aussi, par exemple, les établissements privés catholiques, là, on va se rendre compte que eux, pas les Immaculés et autres là, hein, les autres là qui ont décidé de ne pas être au même diapason que les Immaculés. Donc, les plus célèbres maintenant aujourd'hui, les Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus, eux, ils ont un programme, mais carrément français. Ils n'utilisent pas les mêmes manuels scolaires que nous, ils ne connaissent pas les super champions, les super efficaces, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Ils ont une méthode pédagogique qu'ils appellent la méthode Jean Curie et la pédagogie Freinet. Donc, ils n'ont pas déjà, même en termes de méthode pédagogique, alors que nous, on est à l'APC, eux, ils sont à la pédagogie Freinet, la pédagogie Montessori. Et, APC, qu'est-ce que ça signifie, s'il te plaît? Approche par les compétences de base. Voilà. Eux, ils sont à la pédagogie Montessori, la pédagogie Freinet, la pédagogie Jean Curie. Donc, ce n'est pas déjà les mêmes pédagogies qu'ils utilisent, alors qu'ils doivent quand même se conformer effectivement à ça. Ils ont des classes spécialisées. Ils ont les classes spécialisées pour les enfants en situation de handicap dans les écoles catholiques. Je ne vais pas faire la langue de bois ici, les enfants sont bien traités là-bas, mais pas dans les Immaculés et autres, hein. Dans les établissements catholiques, donc les Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus, ils ont des programmes spécialisés. Par contre... Alors, oui. Alors, tu vas pouvoir continuer, mais je tiens quand même à préciser que on a un gros problème, on a une vraie crise
de l'enseignement spécialisé pour les enfants qui ont des besoins, des besoins spécifiques en matière d'enseignement dans l'espace public, mais il se trouve que les établissements qui sont subventionnés par de l'argent public ont cette possibilité-là, et on sait quelle est la difficulté que les parents gabonais lambda ont à envoyer leurs enfants dans cette catégorie d'établissement-là. Je sais que tu vas pouvoir ensuite surenchérir sur la question du fait que cette école-là, cette école privée financée par l'argent public est parfois élitiste, donc exclut les Gabonais Makaya, s'il faut dire ça comme ça, et ça c'est un problème puisqu'on utilise l'argent public pour ça. Mais je voulais aussi rajouter le traitement des enfants en situation de handicap dans les églises de l'Alliance chrétienne dont on a parlé quand on préparait le live. Je préfère juste rappeler ça pour que justement on puisse véritablement évoquer et ne pas échapper ça. Je suis désolé de t'interrompre. Merci. Oui, non, mais t'inquiète pas, j'allais directement emboîter le pas, effectivement, ce qui concerne la prise en charge de ces enfants-là. À Michel Mundunga, donc l'école privée de l'Alliance chrétienne du PK8, ils ont des classes effectivement pour les enfants à besoins éducatifs spécifiques. Cependant, ce sont des enfants en fait qui sont pris en charge par les aumôniers. Donc, ils sont concentrés dans des salles de classe et malheureusement, ils n'ont pas l'accompagnement pédagogique qu'il faut. Ils ont plutôt à côté de ça un accompagnement spirituel. Donc, les aumôniers vont prier pour eux, les aumôniers vont faire tout ce qui est nécessaire pour ramener le calme dans la classe. Parce qu'effectivement, malheureusement, à part l'accompagnement spirituel, il n'y a pas l'accompagnement pédagogique qui s'y est. Est-ce que c'est par faute de méconnaissance ou par ignorance? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que de mon entretien avec le directeur, il disait que c'est vrai qu'il y a certains enfants qui identifient effectivement le besoin, mais après, ça reste de l'ordre de Dieu. Il faut prier. Voilà. Je laisse tout un chacun apprécier et se faire son opinion, hein, avec l'argent public. Vas-y, tu peux continuer. Non, c'est bon. Je sais pas si tu voulais que je rajoute encore quelque chose. Ok, d'accord. Ben je vais te poser. On va continuer alors. Par rapport au prix. Oui, alors par rapport au prix, oui, tu peux. Vas-y. Les frais de scolarité, par exemple, à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, là où les enfants sont pris en charge. Donc, le primaire spécialisé. Le primaire spécialisé, je crois, c'est 1,5 million. 1,882 000. Voilà. 1,882 000. Le primaire spécialisé, c'est-à-dire pour un enfant en situation à besoin éducatif spécifique. Donc, un autiste, un trisomique, voilà. C'est ça, le primaire spécialisé. Parce qu'il y a les frais de scolarité qui sont à 1 250 000 et les frais du SNED qui sont à 570 000. Alors, c'est très important que tu puisses évoquer ça parce que du coup, là, on voit que c'est prohibitif en fait. Enfin, quand je dis c'est prohibitif, c'est-à-dire que les prix en question sont tellement importants que la majorité des Gabonais ne peuvent pas s'offrir ce luxe-là. Alors que Dieu seul sait qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement des enfants à besoins éducatifs spécifiques, comme tu disais. Et comme tu abordes ce point, je veux que tu embrayes, on en profite, hein, parce que bon, voilà, ça va, il me semble que ça va ensemble. Est-ce que tu peux embrayer sur le point du fait que cette école-là, enfin certaines écoles confessionnelles, finalement excluent plus qu'autre chose et favorisent ce qu'on appelle une sorte de reproduction sociale, c'est-à-dire reproduction sociale des élites, c'est-à-dire les grands gens, parce que je vais pas utiliser trop de termes, voilà, les grands gens, les grands monsieur, les grandes personnes, finalement, leurs enfants se retrouvent majoritairement dans certaines écoles là, ces écoles privées confessionnelles financées, je continue à le répéter, par l'argent public. Alors que il y a une forme de reproduction sociale dans ces écoles-là, puisque bon voilà, ils vont se fréquenter, voilà, et ça va faire en sorte qu'ils continuent à nouer leurs liens, et donc le pouvoir va toujours rester au milieu de machin. Alors que on finance ça par l'argent public et que en même temps les Makaya, les enfants des Makaya, bah ils sont exclus de cette école-là financée par l'argent public qui pourtant a des moyens bien au-dessus de l'école publique. Est-ce que tu peux embrayer sur cet aspect, s'il te plaît?
Bon, il faut que je fasse l'historique parce que pour que les gens y comprennent, il faut que je fasse l'historique effectivement, de l'émergence de ces établissements-là. Alors, en discutant avec les responsables des parents d'élèves et autres, et certains évêques, notamment Monseigneur Mathieu Madégal et Boakéan, et les établissements privés confessionnels ou les établissements privés laïcs qui portent les noms des saints ont été créés, hein, d'après les échanges que j'ai eus avec les différents acteurs, par d'abord la volonté des parents. Donc, c'est l'association, par exemple, pour le cas, par exemple, on appelle ça comment? Celui qui a Estefola, Mère Jean-Gabriel. C'est l'association des parents d'élèves d'Immaculée Conception, en partenariat avec les Sœurs d'Immaculée Conception, la congrégation des Sœurs d'Immaculée Conception, et l'évêque Basile Mvengon à l'époque, qui avait décidé effectivement de créer ces établissements-là parce qu'il y avait une crise de l'enseignement privé catholique au Gabon. Je cite Monseigneur Mathieu Madéga ici en disant: l'école catholique n'a pas choisi de faire dans le social. Ce sont les protestants qui ont choisi de faire dans le social. Nous, on a choisi de former l'élite. C'est parce qu'on a choisi de former l'élite qu'on ne peut pas on a, qu'on ne peut pas se soumettre à la pression de l'État. L'État nous met trop de pression parce ils nous envoient d'abord en termes d'effectifs. Nous, on dit on ne peut accueillir que 50, ils vont nous envoyer 100. En termes d'âge, nous, on dit on ne prend que à partir de 9 ans jusqu'à 10 ans en sixième, ils vont nous envoyer les 13 ans, les 14 ans. On ne peut pas permettre ça, sinon c'est l'école catholique qui va perdre ses lettres de noblesse. Fin des citations. Donc, eux, effectivement, ils ont cette volonté-là de préserver l'image et le caractère élitiste de l'école catholique. Comme a dit l'évêque, nous, on n'a pas choisi de faire dans le social. Ce sont les protestants qui ont choisi de faire dans le social. C'est lui qui le dit. Et même qu'en 2018, ils vont organiser une conférence épiscopale sur les biens de l'Église, donc le cas des lycées et collèges catholiques, en partenariat avec les parents d'élèves, avec, on appelle ça comment? Les différentes congrégations des sœurs et bien sûr les différents évêques. La question qu'on s'est toujours posée, c'est d'où sortait-il cet argent? Puisque ce sont des établissements qui sont quand même financés. Pourquoi finalement ne pas construire des structures d'accueil pour accueillir tout le monde, mais délocaliser le budget de l'État vers des structures d'accueil encore plus sélectives, à la fois sur le plan social et économique, puisque les coûts sont élevés. Qui peut payer 1 million à l'année pour le primaire seulement? Là, je n'ai donné que le primaire. Donc, en gros, il y a une forme on appelle ça comment? Il y a un entre-soi à la fois social, culturel et économique qui se crée au sein de l'enseignement privé catholique même. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, totalement, tu réponds à la question. Donc, je ne sais pas si ça t'intéresse d'embrayer sur les questions Alors là, on parle. Alors, vous avez bien compris que de toute la présentation qu'on est en train de faire, il y a quand même trois. Enfin, tous sont quand même un peu problématiques dans leur fonctionnement. L'école privée confessionnelle catholique, l'école privée confessionnelle islamique, l'école privée confessionnelle protestante aussi. Par rapport à l'école privée confessionnelle catholique, je voulais rapidement, parce qu'ensuite on va parler un peu de l'islam, parce qu'il y a quand même une grande question par rapport à l'islam. Je voulais que tu reviennes un peu sur la classification qu'ils utilisent, sur quoi encore? Tac. Oui, la déconnexion en fait par rapport à leur façon de fonctionner, en tout cas à leur façon de dispenser les cours, la déconnexion que ça crée entre les enfants, voilà, qui sont au Gabon et qui sont au Gabon et qui sont à l'école du coup privé conventionnel et leur environnement immédiat. Il y a une déconnexion un peu que ça crée. Il y a la question aussi de la classification. Est-ce qu'ils respectent la classification prévue par les programmes officiels, etc. Est-ce que tu peux rapidement parler de ça, s'il te plaît? Alors,
déjà, quand tu prends les établissements privés catholiques, par exemple, les anciens, là, c'est-à-dire les classiques, les Immaculés et autres, ils respectent le programme. Ils n'ont pas le choix. Puisqu'ils sont subventionnés, il faut que, voilà, ils jouent le jeu. Donc, ils sont toujours, ils sont restés dans les premières années, deuxième année, voilà, ils ont basculé aussi. APC, tout ça, là. Bien évidemment que là-bas, par exemple, en termes de, on appelle ça comment, de programme, ils jonglent un peu. Ils font les deux systèmes, en fait. Ils jonglent, ils sont à la fois système, euh, ancien système, système APC, en fait. Donc, ancienne méthode pédagogique, nouvelle méthode pédagogique. Maintenant, les nouveaux, là, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les enfants des riches, là, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Eux, ils sont encore dans CP1, CP2, C1, machin. Leur pédagogie Montessori, leur pédagogie Jean Curie, leur classe SNED, connectés et tout, avec des enseignants français. Ils sont sur les ordinateurs et tout ça. Il y en a beaucoup. Il y a Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus. Il y a, je crois, Don Bosco aussi. Il y a pas mal d'établissements comme ça qu'ils ont un peu partout euh, on appelle ça comment? Dans les, euh, dans les établissements. Oui, Lio, quand je parle de pédagogie, si je parle pas des collèges, hein, je parle de l'enseignement primaire en fait. Je parle pas des collèges. Par exemple, les Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, tout ça, ils ont leurs livres là-bas, ils ont les bibliothèques là-bas, ils ont, voilà, ils ont leur salle d'informatique, ils ont des manuels scolaires bien définis, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le calcul quotidien, ils ont des livres de mathématiques là-bas bien spécifiques. Déjà, la liste des fournitures, vous l'avez sur le site en fait. Ils vous envoient la liste des fournitures, tous les manuels scolaires qu'il faut acheter, tous les ouvrages. Par exemple, quand on lit les Matiti à Immaculée, on va plus lire les fourberies de Scapin à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Madame de Baudelaire, Monsieur ceci, Monsieur cela. C'est-à-dire que on ne retrouve pas forcément un ouvrage de la littérature gabonaise, alors que les actes, parce que les actes adoptés aussi de l'éducation nationale, donc au sortir on appelle ça comment, de la grande messe sur les états généraux de l'éducation nationale, on avait quand même mis l'accent sur la valorisation des œuvres gabonaises en milieu scolaire. Donc, les enfants devaient maintenant plus lire les littéraires gabonais que les littéraires étrangers. C'est marqué dans les actes, en fait. Donc, si on avait les fourberies de Scapin 15 fois, on devait diminuer pour mettre plus d'œuvres littéraires à la place de toutes les œuvres françaises qu'on avait. Alors, s'il te plaît, Esther, ne réponds pas aux gens en bas parce que sinon ça va nous faire perdre entre guillemets du temps et surtout le fil. Alors, j'en profite pour dire que l'élément justement, tu l'as soulevé, l'élément justement que je voulais aussi qu'on mette en exergue, c'est que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de lien entre les manuels qui sont utilisés dans certains établissements confessionnels financés par l'argent public et ce que les autres voient dans les écoles publiques, eh bien, ça crée une forme de déconnexion justement entre les gens qui sont formés dans un pays avec leur réalité. Et ne vous étonnez pas quand vous voyez que les enfants finalement, en devenant adultes, bon, ils préfèrent plus la nourriture qui vient d'ailleurs, ils préfèrent plus tout ce qui vient d'ailleurs, parce que c'est l'imaginaire aussi qu'on construit comme ça. Quand on est encore enfant, bah, le disque du cerveau, il est totalement vierge. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on peut graver justement tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et après, vous avez 50 à 70% des personnes, j'ai pas de chiffres, hein, mais bon, vous vous doutez bien, qui ont envie, une fois qu'ils ont fini leur bac, d'aller tous étudier à l'étranger. Il faut quand même se poser les bonnes questions si les gens préfèrent manger du jambon, par exemple, plutôt que de manger le pain aux feuilles de manioc. Voilà. Il y a des questions comme ça qui se posent. D'ailleurs, même quand on préparait le live, on a évoqué le fait que il y a une école, je crois que c'est à Sainte-Marie, où il y a le foyer des riches et le foyer des pauvres. Et au foyer des riches, ben, vous pouvez manger du pain au jambon ou je sais pas, quelque chose du genre, alors qu'au foyer des pauvres, ben, c'est le pain à l'haricot. Voilà des choses concrètes comme ça, hein. Ce sont des questions qui, je suis désolé, sont quand même d'une grande importance. Qu'est-ce que je voulais évoquer rapidement? Qu'est-ce que je voulais évoquer rapidement d'autres avant qu'on termine? Parce qu'on va terminer sur l'inspection générale de la pédagogique et on va terminer aussi sur le rôle des parents d'élèves. Mais avant ça, je voulais quand même que tu donnes ton avis à ce propos. Alors, pourquoi, à ton avis, on arrive à l'accord de 2001? Qu'est-ce que l'accord de 2001, c'est-à-dire l'accord entre le Vatican et le Gabon sur le statut particulier de l'école catholique au Gabon?
Pourquoi, à ton avis, on en arrive à l'accord de 2001 et qu'est-ce que ça raconte en fait des rapports entre l'Église et l'État gabonais sur la question de l'école, l'Église catholique en l'occurrence? Merci. Succinctement, s'il te plaît. Bon, succinctement, on arrive à l'accord de 2001. C'est pour les questions de pression, c'est-à-dire de l'échange que j'ai eu avec l'évêque Mathieu Madéga. L'État faisait peser une pression sur les établissements privés euh, catholiques, en fait. Et cette pression, c'est notamment les effectifs. C'est-à-dire que eux, quand ils demandent 100, l'État va envoyer 50. Quand ils demandent les enfants pas plus de 12 ans, l'État va quand même envoyer plus de 12 ans. Les échanges qu'ils avaient eu avec le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, c'était que le ministre de l'Éducation nationale avait dit on ne pouvait pas, par exemple, prendre un enfant qui habite Cocotier, qui est proche de Bessieux, qui a eu son entrée en sixième, qui a 12 ans et l'envoyer au lycée d'État, parce que Bessieux ne peut pas le prendre puisqu'il a dépassé l'âge pour entrer en sixième à Bessieux. Et pour venir un peu mettre, on va dire, les garde-fous, le pape à l'époque avait demandé effectivement qu'on redéfinisse les relations entre l'école catholique et l'État gabonais. C'est à partir de ce moment qu'ils vont se rendre effectivement au Vatican, signer cet accord qui avait été signé par le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, André Maobam. Donc en réalité, c'était pour essayer de trouver un blocus qui allait permettre effectivement aux établissements privés catholiques de fixer leurs propres règles. Merci. Alors, je tiens à faire ce commentaire. Le commentaire, pourquoi je le fais? Je le fais parce que, enfin, le commentaire, quel commentaire? C'est que l'école est censée former le citoyen. Je ne cesse de le rappeler. Sauf que la citoyenneté, ça se définit par les pouvoirs publics. Or, quand on a une école privée qui est financée par l'argent public, qui ne respecte pas les règles de base posées par les lois du pays, ça veut dire qu'on apprend une citoyenneté qui est différente de la citoyenneté du pays aux enfants qui vont dans cette école-là. On leur apprend une sorte de citoyenneté internationale ou en tout cas une citoyenneté française pour certains ou une citoyenneté musulmano-arabe, j'en sais rien, pour d'autres. Et en fait, ça pose un gros problème, en fait. Ça pose un gros problème de conflit, de loyauté vis-à-vis de votre pays, puisque vous êtes censé apprendre la citoyenneté de votre pays à l'école. Nous, on a nos propres valeurs. Je sais pas, les valeurs gabonaises, c'est quoi? C'est l'union, c'est la justice, c'est, je sais pas moi, c'est danser le niembé, etc., etc. Or, on va venir vous apprendre les valeurs qui viennent d'ailleurs. Je sais même pas quelles valeurs expliquer. Quelle valeur évoquer? Quelle est la loyauté de ces citoyens-là vis-à-vis du pays, en fait, à partir du moment où ils ont une vision plus internationaliste des choses qu'une vision qui est vraiment proche de leur réalité quotidienne. Maintenant, avant de terminer sur l'inspection générale et le rôle des parents d'élèves, succinctement, il faut qu'on parle du cas spécifique de l'école privée confessionnelle islamique. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que il y a un bel article qui a été rédigé par le défunt Doris et Hazan Bella, qui était un sociologue aussi, tu me diras si je me trompe, qui parle justement, l'article en question s'intitulait Les petites liturgies de l'islam au Gabon, je crois. C'est à peu près ça là, le titre. Et en fait, il montre comment, avant même les indépendants jusqu'à nos jours, petit à petit, il y a une collusion entre la sphère publique, la sphère politique, la sphère de la gestion de l'État et la communauté musulmane au Gabon, au point où cette communauté justement a eu accès aux moyens de l'État pour préserver des intérêts qui ne sont pas en réalité des intérêts généraux, en fait, puisque les moyens de l'État sont censés participer à garantir l'intérêt général. Je ne porte pas de jugement, je suis simplement en train de rendre compte de l'article qui a été rédigé par un spécialiste de la question. Et aujourd'hui, au niveau de l'école privée islamique, qu'est-ce que tu en penses à la lumière de ce que ce sociologue gabonais qui malheureusement est décédé aujourd'hui et à qui d'ailleurs je profite de ce live pour lui rendre hommage. Qu'est-ce que tu penses en fait de l'école privée islamique au Gabon? Alors, moi, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que je n'ai rien contre les musulmans pour qu'ils n'interprètent pas mal mon propos. Déjà, lorsque le problème de l'enseignement privé islamique s'est posé, parce que les établissements privés franco-arabes, si vous voulez, c'est le nom qu'on leur donne.
Vous allez voir, c'est écrit établissement privé franco-arabe. Le premier établissement privé franco-arabe a été créé en 1984 par feu Mohamed Mouapa Béouta. C'était un musulman gabonais, mais vraiment très ancré dans la religion. Il a créé son établissement privé et d'autres privés ont été créés comme ça. Et puis, quelques années plus tard, le Koweït a fait don au Gabon d'un établissement qu'on a appelé le lycée de l'amitié, qui est devenu plus tard le lycée Mohamed Harissani. Et la communauté musulmane gabonaise pose le débat sur la table parce qu'ils se rendent compte que le lycée Mohamed Harissani était sous la tutelle directe du ministère de l'Éducation nationale. Sauf qu'à sa création, il ne s'agissait pas d'un lycée, on appelle ça comment? D'un lycée islamique. Il s'agissait d'un don que le Koweït avait fait à la République gabonaise, comme les Chinois nous ont construit certaines écoles. École de l'amitié chino-gabonaise, école de l'amitié, au risque de me tromper. Mais on enseigne, c'est pas pour autant on enseigne le Bouddha là-bas. Sauf que on va se rendre compte au fur et à mesure parce que quand on pose le problème sur la table, feu président Bongo, c'est, on va dire quoi, s'oppose à on appelle ça comment? À l'institutionnalisation de l'islam au Gabon. Dieu seul sait pourquoi il ne voulait pas. Mais il n'était pas d'accord pour qu'on institutionnalise l'islam au Gabon. Et donc ça, c'est pas... Alors, je t'interromps juste. Tu parles de l'islam en tant que religion ou tu parles de l'école confessionnelle? De l'islam en tant que religion d'abord. Mais en l'occurrence, il y a un petit souci parce que quand on lit l'article du défunt Razwan Bella, il explique que il y a eu un gros travail entre les années 80, depuis les années 80, non, les années 70, après la conversion du feu président à l'islam, d'institutionnalisation justement des affaires islamiques. Ça a commencé par une commission, je crois, politique aux affaires extérieures qui était dirigée justement par Mouapa Béouta. Et ensuite, pour qu'on arrive ensuite à la comment ça s'appelle là, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais le Conseil des affaires islamiques, voilà. Et d'ailleurs, même on apprend dans l'article, ça c'est important que je dise quand même ça aux gens, on apprend dans l'article que l'islam, ou en tout cas les pays arabo-musulmans, ont été au cœur de grands projets de développement, entre guillemets, au Gabon. Hein. Le financement du chemin de fer, bah, c'est parce que c'est grâce à ça, parce que le président à l'époque, il s'était converti à l'islam et il avait profité justement des pétrodollars, s'il faut dire ça comme ça, pour pouvoir le financer, parce que la Banque mondiale ne voulait pas le suivre sur ce terrain-là. Le lycée technique, quel autre lycée encore? Il y a plein de choses là qui ont été construites. Le lycée technique et Polytech. Voilà. L'USTM de Massoukou, oui. C'est grâce aussi au rapport privilégié que le président Bongo avait avec les pays arabo-musulmans que ça a pu exister. L'inscription du Gabon à l'OPEP, plein de choses comme ça. Ce qui montre que justement, il y a eu une forme de rapprochement extrêmement fort. Il y a eu donc à cette époque-là aussi une institutionnalisation de l'islam avec le Conseil supérieur des affaires islamiques, et la construction de la mosquée Hassan II aussi. Donc, je sais pas en fait si c'est le refus de l'institutionnalisation de la religion ou de l'école en fait islamique. Non, en fait, quand on parle de l'institutionnalisation de l'islam, là c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que il y a une différence entre les institutions qui gèrent les affaires islamiques et l'institutionnalisation en tant que religion qu'on pratique dans ce pays. Parce qu'il y a des juifs, par exemple, au Gabon. Là, est-ce que tu vois un peu? Il y a d'autres religions au Gabon. Est-ce que c'est pour autant qu'elles sont institutionnalisées? C'est-à-dire qu'elles ont un statut juridique qui dit que quand bien même le Gabon, c'est un pays laïque, voici les cultes qu'on reconnaît. Est-ce que tu vois un peu la nuance, la différence en fait? Et donc, le problème qui s'était posé, c'est que l'islam n'étant pas institutionnalisé au Gabon, le président de la République, mais vraiment, il s'était opposé. Il avait dit, on peut créer des institutions pour gérer les musulmans au Gabon et tout ça. Donc, on est allé d'institution en institution. C'est Ali Bongo, effectivement, quand il arrive, qui va faire évoluer un peu et qui va donner la reconnaissance d'utilité publique
à ces établissements-là. Parce que même quand on donne la reconnaissance d'utilité publique à ces établissements, le ministère de l'Intérieur s'oppose quand même à la décision. Ils vont quand même dire, nous, on n'a pas encore donné notre décision sur le statut de l'islam au Gabon, en fait. Parce que c'est quand même le ministère de l'Intérieur qui est en charge de la gestion du culte. Et nous, on n'a pas encore donné notre décision sur le statut pour que le ministère de l'Éducation nationale se prononce. Donc, il y avait vraiment, il y a eu un rapport de force, en fait. Ils se sont mélangés. Déjà, même le fait que le président de la République soit en même temps président de la République et président et Raïs, parce qu'il était Raïs quand même. Raïs ne veut rien dire. Raïs veut dire président. C'est ce que Raïs veut dire. J'ai demandé. Mais juste avant le deuxième président de la République, lui, il était calife général. Oui, il était calife général. Il y a une en fait. Ok. Et maintenant, bon, là, on a évacué donc la question de l'islam. On va terminer maintenant. Vous allez pouvoir intervenir et on va pouvoir expliciter tout un tas d'autres choses ensuite. Succinctement, l'inspection, les inspecteurs, leur rôle, les inspecteurs du ministère de l'Éducation et aussi l'association des parents d'élèves, leur rôle, s'il te plaît. Merci. L'inspection, comme la loi dit, hein, ils inspectent les structures d'accueil, les programmes pédagogiques, les heures, les heures et tout ça là. Les parents d'élèves, par exemple, eux, ils prennent part à beaucoup d'éléments. Donc, les parents d'élèves prennent part ils ont la participation aux activités associatives des établissements ou des coopératives, la prévention et le développement de la délinquance juvénile, la protection et le respect du patrimoine de l'établissement, le transport scolaire, les conditions de travail scolaire en dehors des cours, la sensibilisation au suivi du travail scolaire, l'équipement et la gestion des bibliothèques ou des centres de documentation et d'information, la création d'équipements et la mise à disposition d'aires destinées à la pratique des sports, des jeux et des activités de loisirs. La défense devant les instances compétentes des intérêts de l'établissement, de ses élèves et de ses agents sur le plan matériel, professionnel et moraux. Les parents n'interviennent pas seulement au niveau des contenus, donc des curricula. Donc, ils peuvent prendre part au conseil de discipline, par exemple, au conseil de classe, des choses comme ça. Et les inspecteurs, effectivement, on sait tous, hein, ils doivent vérifier, effectivement, s'il y a les toilettes, si les programmes scolaires sont respectés, si les heures de cours sont respectées, parce que quand les établissements privés primaires musulmans, islamiques par exemple, n'ont pas cours le vendredi, je ne sais pas ce que les inspecteurs font, et au lycée, les cours s'arrêtent à 11 heures le vendredi. Je ne sais pas ce que les inspecteurs font. Voilà. Bah, s'il y a des inspecteurs sur ce live ce soir, on serait intéressé d'avoir votre réponse, parce que l'idée c'est ça aussi. La citoyenneté, c'est pas seulement comment dirais-je, la citoyenneté, c'est pas seulement se lever le matin et puis aller au travail. Non, la citoyenneté, c'est aussi ça en fait. Si vous êtes inspecteur du ministère de l'Éducation nationale, vous avez un rôle fondamental dans la construction de la citoyenneté. Donc, on est en droit de vous interpeller en fait. Ce n'est pas contre vous. On est en droit de vous interpeller. On fait une démarche scientifique dans le respect. Vous voyez, il y a pas d'anathème jeté sur qui que ce soit. Il n'y a pas d'injure. On est là vraiment pour présenter les choses au regard de la loi. On est allé faire on a fait des recherches. On a une personne qui est spécialiste de la question qui vient nous dire que voilà, j'ai été sur le terrain, voilà ce que j'ai observé, etc. C'est ça aussi la République. C'est ça aussi l'État. C'est pas seulement les lives où on se gueule dessus. Bref. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Je voulais rajouter la question des parents d'élèves. En fait, je veux quand même que tu rappelles aux parents d'élèves de manière simple leur rôle en fait. C'est-à-dire que leur rôle, c'est pas seulement d'aller payer 2000 francs et une rame de papier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quel est leur rôle concret par rapport au programme, par rapport par rapport au programme. Est-ce qu'ils peuvent s'opposer à des programmes qui sont utilisés? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait concrètement? Déjà, concrètement, les parents d'élèves peuvent faire quoi? Comme dit la loi 35-62 hein, de 1962 qui définit le statut des parents d'élèves. Elle a été un peu modifiée en 2002. D'accord? Elle a été un peu modifiée en 2002. Mais il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Déjà,
les parents d'élèves doivent prendre part au conseil de discipline. C'est pas seulement aller faire les réunions, donner les 2000, puisque vous payez ça. Parce que l'association des parents d'élèves est quand même financée par ces mêmes parents. On a les 2000 qu'on demande là. Donc, vous devez prendre part à ça. Vous devez quand même surveiller effectivement les méthodes pédagogiques qu'on utilise. S'il y a une méthode qui ne cadre pas avec ce qui est mentionné dans la loi 21/2011, vous le consignez et vous le faites remonter. Vous avez un devoir de surveillance, si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes aussi comme des inspecteurs, vous devez effectivement... Je ne sais même pas pourquoi les parents d'élèves n'ont pas la loi 21/2011. Parce que normalement, quand on inscrit l'enfant pour la première fois, on est censé donner le document aux parents. Parce que, même ou bien quand il va à la première réunion des parents d'élèves, il est censé avoir ce document-là pour savoir au moins à quelle sauce son enfant sera mangé. Il doit avoir la loi 21/2011 et il doit avoir le règlement intérieur de l'établissement. Et il participe même aussi à, on appelle ça comment, à la rédaction du règlement intérieur de l'établissement. Il n'y a pas de raison que l'établissement écrit un règlement intérieur et vous ne participez pas à ça. Si on dit par exemple que les filles doivent venir avec une jupe jusqu'au pied et le voile, alors que c'est pas écrit par exemple dans la loi 21/2011, c'est à vous les parents effectivement de dire, nous on oblige à nos enfants de se vêtir comme ça, mais voilà, donc vous avez un devoir de surveillance. Il faut même... je crois que le terme, c'est même ça. Il faut surveiller tout ce qui se passe à l'école et aussi à la maison. Et ça, ce n'est que si vous prenez aussi la loi 21/2011 et le règlement intérieur de chaque établissement. Parce que si on vous dit que vos enfants n'apprennent pas le vendredi, vous devez comprendre pourquoi vos enfants ne partent pas à l'école le vendredi et qu'est-ce qu'ils perdent quand ils ne vont pas à l'école le vendredi. Si on vous dit que vos enfants le vendredi, ils ont cours jusqu'à 11h. Vous devez savoir, si on vous dit que le vendredi des cendres ou le mercredi des cendres, les enfants vont passer toute la journée à l'église, allez-y vérifier si le mercredi des cendres, c'est un jour férié. Parce que si c'est pas un jour férié, les enfants n'ont rien à faire à l'église. Leur place, c'est à l'école. Et c'est à vous, les parents d'élèves, de surveiller tout ça. Parce que quand il y a le chemin de croix et autres, tout ça là, c'est un mois, hein. 2 heures de prière d'abord à l'église et tout. Je n'ai rien contre la prière, hein, pour juste vous dire ça, mais c'est le citoyen de demain qu'on doit former. Et la loi est claire. Les heures de religion ne doivent pas dépasser les heures du programme scolaire. C'est-à-dire, ça ne doit pas empiéter sur le programme scolaire. Voilà. Merci pour ce rappel qui est extrêmement important. Au passage, on va juste remarquer que les parents d'élèves gabonais ont tendance à être plus choqués de voir que leurs enfants ne vont pas avoir la bourse parce qu'ils ont eu que 10 de moyenne et qu'on a exigé 12. Ils sont beaucoup, beaucoup moins choqués quand les enfants font 2 ans, 3 ans sans avoir de professeur de maths, de professeur de physique ou de SVT. Ils se posent pas trop de questions. L'enfant fait tout le collège ou tout le lycée sans avoir un professeur de maths ou de physique. Il passe de classe supérieure en classe supérieure. Il n'y a pas de souci. Dès qu'on va dire qu'il faut qu'il ait 12 de moyenne pour obtenir la bourse, là, on peut monter au créneau, là, on peut descendre dans les rues, etc. Quel est le citoyen en vrai qu'on veut former? Vous voyez que notre société, la maladie de la société, c'est pas uniquement les personnes qui sont aux responsabilités, mais c'est aussi, finalement, les citoyens. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on fait ce sujet pour interpeller sur la formation du citoyen. Parce que les parents d'aujourd'hui, ce sont les citoyens d'hier. Je ne me prononcerai pas sur comment ils ont été formés, mais aujourd'hui, on peut quand même se rendre compte que c'est extrêmement choquant de voir des parents qui préfèrent s'offusquer parce que leurs enfants doivent avoir 12 pour avoir la bourse, plutôt que quand les enfants n'ont pas de professeur de maths ou de physique pendant 2, 3, 4 ans. Bref. Là, c'est vraiment la dernière question, je vous rassure. Ensuite, on va pouvoir passer aux interventions et tu peux déjà inviter Emmanuel Carles, s'il te plaît. La toute dernière question maintenant, c'est vraiment aujourd'hui, parce que j'ai vu que sur ton sujet, le sujet de ta thèse, il y avait vraiment une partie réservée aux familles où tu dis choix de l'enseignement confessionnel, motivation et stratégie scolaire chez les familles au Gabon. J'aimerais vraiment que tu nous donnes un peu des éléments sur ce qui fait en sorte que les familles, parce qu'a priori c'est ça hein, l'angle d'attaque de ton sujet, tu me diras si je me trompe, ou en tout cas tu vas recadrer. Pourquoi est-ce que les familles gabonaises justement préfèrent du coup choisir l'enseignement confessionnel, à ton avis?
Bon, déjà, d'entrée de jeu, les premiers résultats de l'enquête montrent qu'il y a une forte préférence pour l'enseignement catholique. Ce qui est logique, hein. Les premiers sont passés, la majorité des parents ont fait l'enseignement catholique, donc il y a cette nostalgie-là. C'est l'ordre d'enseignement qui a le meilleur capital symbolique. Il y a il y a un entre-soi qui se crée. Il y a des familles, par exemple, qui vont choisir l'enseignement catholique pour des raisons pédagogiques et pour créer aussi un entre-soi social. Parce que tu as l'expression l'école catholique n'est plus comme avant, qui revient régulièrement. Et donc, il y a ces parents-là qui vont s'orienter vers des établissements catholiques un peu plus chers, un peu plus sélectifs et tout, parce qu'effectivement, ils veulent conserver cet entre-soi-là. Tu as des parents, par exemple, qui vont te dire, même les riches et les pauvres ne s'asseyent pas ensemble, même à l'église, donc je ne vais pas mélanger mes enfants à ça. Tu as aussi les établissements, d'autres parents, particulièrement les parents, par exemple, parce que je travaille sur les familles, donc les parents d'origine euh, étrangère qui vont choisir les établissements privés confessionnels, particulièrement islamiques et protestants, pour contourner, en fait, on appelle ça comment? euh, pour contourner l'administration. Parce que parfois, il faut reconnaître qu'il y a un peu de corruption dans les établissements privés aussi, surtout chez les musulmans. Et quand, par exemple, il y a des enfants mineurs qui rentrent sur le territoire gabonais, les mettre à l'école et sortir de là avec une attestation de scolarité les permet rapidement d'avoir aussi les titres de séjour et parfois même la nationalité. Donc, ils passent effectivement par ces canaux-là pour scolariser l'enfant jusqu'à ses 17 ans et aller effectivement faire une demande de nationalité quand il aura 18 ans, s'il justifie effectivement de ses attestations de scolarité qu'il a été bien, on appelle ça comment, bien scolarisé sur le territoire gabonais. Donc, parfois, ils scolarisent, il y a certains, par exemple, qui scolarisent les enfants très tard, par exemple à 10 ans, 11 ans, au CP1, dans une école primaire, on peut plus te prendre comme ça, mais certains établissements privés confessionnels, au nom de l'égalité des chances, hein, vont quand même effectivement prendre ça. Donc, il y a tout un ensemble de stratégies qu'ils mettent en place aussi. Et puis, il faut reconnaître que on est tous d'accord que l'école publique aussi a pris un coup. Les parents ne font plus confiance à l'école publique. Donc, ils sont obligés aussi de se tourner vers ces offres d'enseignement-là, en fait. Ils sont obligés de se tourner là-bas. Il y a pas mal d'éléments, mais un élément important qui revient, ce sont les visées expressives. Parce qu'il y a des parents, par exemple, qui ont commencé à scolariser leurs enfants dans les établissements privés catholiques un peu plus coûteux et qui n'ont pas poursuivi la scolarité parce que les enfants ne se sentaient pas bien là-bas. Il y a un parent, par exemple, qui pouvait dire, il n'y a pas que l'école que je paye, il y a la paire de chaussures que je dois payer qui ne ressemble pas à la paire de chaussures de là-bas, de l'autre enfant qui est là-bas. Il y a le goûter qui doit ressembler au goûter que l'autre enfant aussi amène, parce que quand l'autre enfant amène le pain au jambon, amène le jus, toi, ton enfant, tu l'as rempli le bissap dans la petite bouteille de top, tout ça, c'est pas pareil. Et donc, quand l'enfant vient, à la maison, il a tout le temps honte, ou bien il ne mange pas son goûter parce que son goûter ne ressemble pas au goûter des enfants des autres. Et donc, ça aussi, ce sont des éléments, ce que moi j'appelle les visées expressives, qui motivent effectivement les parents à aller vers des établissements plus hétérogènes. Ils vont te dire, je préfère être ici, on est nous-mêmes, les Makaya. Voilà. Donc, il y a pas mal d'éléments comme ça. C'est ça que tu as appelé que tu as conceptualisé par le concept du Mutuki, quoi? Voilà, Mutuki quelque chose? Les Mutuki scolaires. Donc, il y a des établissements qui vont ressembler un peu à des ghettos scolaires, ce qu'on appelle les ghettos scolaires aux États-Unis ou bien les banlieues scolaires en France. Moi, je vais appeler les Mutuki parce que eux-mêmes, les parents, ils qualifient ces établissements-là d'établissements Mutuki ou Manjango. Là où on est entre nous-mêmes les Manjango, en fait. Donc, ça va être par exemple l'Alliance chrétienne parce que même l'Alliance chrétienne fonctionne à double flux. Ils font une partie le matin, une partie le soir. Ils ont des effectifs vraiment pléthoriques. Mais vaut mieux ça que de rien, quoi. Parce que moi, j'ai pas les moyens de mettre mon enfant dans un autre établissement privé, mais l'Alliance chrétienne nous le permet. Les évangéliques aussi, donc c'est-à-dire
tout ce qui est baraka et autres là, mais là, c'est vraiment pour le cas du primaire. Eux aussi vont dire, quand on regarde, par exemple, la circonscription nord, donc tout ce qui est PK12, PK machin, il y a combien d'écoles publiques là-bas? Il n'y a pas grand-chose, à part l'école publique du PK8-1, PK8-2, PK8-3. Ce sont les établissements privés qui poussent comme les champignons, que les parents aussi n'ont pas forcément confiance, donc ils préfèrent se verser soit chez les protestants, soit c'est plus hétérogène, il y a plus de... Ils disent qu'il y a plus de convivialité, c'est-à-dire il y a plus de sociabilité aussi dans ces établissements-là, il faut le reconnaître. Ils vont te dire, là, on est quand même nous-mêmes. Voilà, les parents, on s'entraide entre nous-mêmes, les Makaya, quoi. Alors que bon, c'est pas forcément le cas. Si tu mets ton enfant dans un établissement privé, catholique, plus cher, plus sélectif, où tu n'auras pas forcément les moyens d'acheter chaque fin du mois une nouvelle chaussure à ton enfant pour qu'il soit euh, à la mode avec les autres enfants qui sont là-bas. Même le sac de l'école, c'est pas ça. Et parfois aussi les uniformes scolaires qu'on leur impose là-bas. Il y a tout un tas de trucs que le parent ne pourra pas faire. Voilà. Eh bien, je te remercie, Esther, pour tous ces détails.